Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous suivre pour ce principal rendez-vous donc d'actualité. Les titres, le chef de l'État pour une plus grande implication des Nations Unies dans la résolution de la crise au Nord Mali à la tribune de l'Assemblée générale. Macky Sall a aussi plaidé pour la Guinée-Bissau. Il a accordé beaucoup d'audience à New York. Le 10e anniversaire du naufrage du bateau le Joola. Le Sénégal s'est souvenu des 1863 disparus. Des cérémonies du souvenir empreintes d'émotions ont eu lieu à Ziguinchor et à Dakar. L'économie nationale s'est redressée cette année. Le Sénégal prévoit une croissance économique de 4,3% en 2013. De bonnes perspectives contenues dans la note sur la situation économique et financière du Sénégal. Nous vous l'annoncions dans notre édition d'hier. Le chef de l'État s'est adressé à l'Assemblée générale des Nations Unies. Macky Sall a demandé au Conseil de sécurité d'agir pour mettre fin à la crise au Nord Mali. Une autorisation des actions nécessaires permettrait selon lui de combattre les groupes terroristes et de restaurer l'intégrité territoriale du Mali. Envoyés spéciaux à New York, Youssou Sagna, Khadi Touré et Khadi Kane. La 60e session de l'Assemblée générale des Nations Unies est placée sous le signe de l'ajustement ou le règlement pacifique des situations et différends internationaux. Hier après-midi, le président Macky Sall a pris la parole au débat général. Ses propos ont été axés sur l'état de droit, la bonne gouvernance et la paix dans le monde. Au-delà de ces exigences de la démocratie, le chef de l'État dira que notre pays axe son développement sur 3 priorités, à savoir l'agriculture, l'énergie et les infrastructures, des domaines étant les voies du progrès. En tant que président nouvellement élu du Sénégal, je viens réaffirmer notre foi dans nos valeurs communes et dans la vocation des Nations Unies de favoriser par la coopération l'avènement d'un monde meilleur et plus accueillant pour tous. Bâtir un monde meilleur, c'est assurément et avant tout œuvrer ensemble pour que la paix règne entre les peuples et en leur sein, comme le suggère le thème de cette session qui porte sur l'ajustement ou le règlement des différends internationaux par des moyens pacifiques. Nés sur les cendres et les débris de la guerre, les Nations Unies traduisent le rêve et l'espoir d'un monde libéré du spectre de l'antagonisme et affranchi d'une vision manichéenne où les bons seraient d'un côté et les mauvais de l'autre. 62 ans après, entre médiation et bons offices, entre conciliation, arbitrage et mission de paix, l'organisation a contribué de façon remarquable à la pacification des relations internationales. Mais 62 ans après, malgré les menaces, malgré ces progrès louables, les menaces à la paix et à la sécurité restent tout de même préoccupantes et ont profondément changé de nature. C'est le cas au Nord Mali, où des bandes terroristes organisées, puissamment armées et nourries de trafics illicites de tout genre, continuent d'occuper en toute illégalité les 2 tiers du pays, de semer la désolation parmi la population et de détruire des symboles du patrimoine culturel mondial. Le Nord Mali est devenu une zone de non-droit, un sanctuaire pour le recrutement et l'entraînement de la nébuleuse terroriste internationale qui, prenant abusivement l'islam comme prétexte pour masquer ses activités criminelles, se donne pour ambition de s'attaquer à des intérêts étrangers et d'atteindre d'autres pays de la sous-région. Garant de la sécurité collective des États membres, en vertu de la Charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité a l'obligation d'agir pour mettre fin à cette situation. Devant l'auguste assemblée, le président de la République a donné la position du Sénégal sur la crise au Nord Mali. Il a interpellé le Conseil de sécurité qui doit agir pour le rétablissement
de l'ordre constitutionnel du pays. Le président Macky Sall s'est interrogé sur le monde dans lequel nous vivons et a demandé à ses pairs d'en faire autant car il est encore temps de redresser la barque et pour ce faire, les autorités étatiques doivent redéfinir leur champ de priorité. Autre point soulevé par le président Macky Sall, la représentativité des pays africains dans le Conseil de sécurité. Le continent africain doit occuper une bonne place au sein de cette institution si on sait que l'Afrique compte le plus grand nombre de pays membres des Nations Unies. Le chef de l'État a dit l'engagement du Sénégal aux côtés des Nations Unies pour que la paix et la sécurité règnent dans le monde. Je vous remercie de votre aimable attention. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le président de la République du Sénégal de l'allocution qu'il vient de prononcer. La situation en Guinée-Bissau a été également abordée par le président de la République. Il appelle à une réconciliation nationale. Macky Sall a dit sa conviction que ce pays doit être sous commandement de l'autorité civile. En Guinée-Bissau, à l'instar des États membres de la CEDEAO, nous saluons les efforts que mène le gouvernement de transition pour la réconciliation nationale, le redressement des institutions du pays, l'organisation d'élections crédibles et le retrait définitif des militaires de la scène politique. Déjà éprouvée par des années d'instabilité institutionnelle et économique, la Guinée-Bissau reste aussi confrontée à des groupes narcotrafiquants étrangers. Elle mérite l'attention et le soutien de la communauté internationale. Après ce journal, vous pourrez suivre en page spéciale l'intégralité du discours prononcé par le chef de l'État devant l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Vous l'avez vu, le chef de l'État participe à l'Assemblée générale, mais il reçoit beaucoup également. Parmi ses interlocuteurs, le chef du gouvernement espagnol. Ils ont ensemble abordé la coopération bilatérale et la situation au nord Mali. Il y a des sujets d'ordre bilatéral et également multilatéral. Au plan bilatéral, nous avons parlé de la coopération entre l'Espagne et le Sénégal, coopération qui se porte très bien. Vous savez que notre pays a une communauté supérieure à plus de 50 000 personnes qui vivent en Espagne. Il m'a également dit les difficultés économiques aujourd'hui de l'Espagne qui vit une croissance économique négative, mais avec des mesures fortes qui sont prises au plan économique, l'Espagne est en train de remonter un peu la pente. Malgré cette crise, notre communauté vit quand même en paix et je pense que les conditions de vie et de travail seront garanties pour nos compatriotes en Espagne. Nous avons évidemment parlé de la coopération économique. Dans ce cadre, je lui ai demandé d'insister et de poursuivre les efforts du Royaume d'Espagne en faveur du Sénégal dans le domaine de l'agriculture, notamment à travers les fermes agricoles qu'il faudrait poursuivre et renforcer afin de retenir la jeunesse dans notre pays, puisque l'agriculture dans ma politique va constituer un levier essentiel, non seulement de production alimentaire, mais également de réponse à l'emploi. Dans ce cadre, donc, nous avons besoin que les efforts déjà initiés soient renforcés pour que nous puissions donner des réponses très positives à la jeunesse dans le cadre d'une agriculture modernisée et renforcée. Enfin, nous avons évoqué, il a souhaité avoir mon appréciation sur la situation au Mali, au nord Mali, avec ses implications sur la stabilité et la sécurité sous-régionale et internationale. Là aussi, je lui ai donné la lecture du Sénégal sur les événements. Aujourd'hui, nous allons vers une résolution du Conseil de sécurité qui va demander l'intervention de forces de la CEDEAO, mais également une force internationale sur le chapitre 7, afin de reconquérir l'ensemble du territoire malien. Bien sûr, il y a encore quelques petits réglages entre le gouvernement malien, la CEDEAO et les différents partenaires. Mais l'Espagne s'est engagée à nos côtés et je pense que je me réjouis de
de cet entretien qui confirme encore une fois l'excellence de nos relations. Le général Babacar Gaye, conseiller militaire auprès du département des opérations de maintien de la paix de l'ONU, a été reçu par le chef de l'État. La crise au Mali et la prestation du président Macky Sall à la tribune des Nations Unies ont constitué les grands axes de cet entretien. Je suis détaché auprès des Nations Unies depuis plusieurs années et que j'ai le privilège actuellement d'être le conseiller militaire du secrétaire général. J'ai assisté cet après-midi dans cette qualité aux différentes interventions des chefs d'État, notamment celle de notre président. Il m'a paru de mon devoir de venir à lui, me présenter et lui dire combien sa prestation avait été bien reçue à travers les sentiments qu'il avait créés au sein de l'assistance. Notamment, il a laissé une impression à la fois de simplicité mais de confiance en lui-même. C'est de ça que je suis venu lui parler. Avez-vous parlé d'autres sujets d'actualité? Oui, nous avons bien sûr parlé des sujets qui préoccupent à la fois les Nations Unies et les pays de notre sous-région, à savoir la CEDEAO, et vous imaginez bien qu'il s'agit de la crise malienne, sur lesquels nous sommes, au niveau des Nations Unies, très engagés, parce que vous savez que nous avions, bien avant la crise malienne, fait plusieurs réunions sur ce qui nous paraissait être une menace qui se déployait, qui se développait dans le Sahel. Et puis le président américain Barack Obama a fait un discours fort attendu devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Et parmi les thèmes qu'il a développés, les révolutions dans le monde arabe et les modèles démocratiques en Afrique, il a donné les exemples du Malawi et surtout du Sénégal. Nous l'écoutons. Les gouvernements doivent refléter les aspirations des peuples, des gouvernements du peuple et pour le peuple. C'est tout le sens qu'il faut donner aux révolutions intervenues dans les pays arabes comme la Tunisie, l'Égypte et la Libye. So let us remember that this is a season of progress. For the first time in decades, Tunisians, Egyptians and Libyans voted for new leaders in elections that Je salue aussi et offre en exemple les transitions démocratiques qui ont eu lieu au Malawi, au Sénégal et en Somalie. Voilà pour l'actualité consacrée à l'Assemblée générale des Nations Unies. L'autre titre de ce 20h, c'est la commémoration ce 26 septembre du 10e anniversaire du naufrage du bateau le Joola. Le Premier ministre était à la place du souvenir, accompagné de plusieurs membres du gouvernement. Abdoul Mbaye a déposé une gerbe de fleurs à la mémoire des disparus. Claire Diop. Aujourd'hui encore, l'on se souvient de ce fameux 26 septembre où le bateau le Joola sombrait au large de la Gambie. Ici, à la place du souvenir, des gerbes de fleurs en souvenir des naufragés de ce jour. Dans la sobriété et le recueillement, le Premier ministre Abdoul Mbaye, accompagné d'une forte délégation, a donné le ton. La tragédie a fait près de 2000 victimes. Un devoir de mémoire s'impose. Nous sommes réunis aujourd'hui par devoir de mémoire pour ne pas oublier. Et nous pensons que c'est quelque chose d'extrêmement important après ce qui s'est passé il y a 10 ans. Que de souvenirs d'enfants, de parents et d'amis arrachés subitement à notre affection. Un combat quotidien contre des souvenirs douloureux qui perdurent toujours. Nous avons toujours l'impression d'être au lendemain du naufrage. C'est comme si c'était hier. Nous avons envie de leur adresser directement la parole, de leur parler. 10 ans, nous ne savons pas encore aujourd'hui combien vous étiez pour votre dernier voyage. 12 bouquets de fleurs déposés par 12 orphelins habillés en blanc couleur de l'innocence. Les pupilles de la nation ont aussi rendu hommage à leurs parents. Nous, famille des victimes du Joola, sommes encore bouleversés par ce drame. Seul le travail de mémoire peut aider à atténuer notre douleur. Nous voulons ériger le mémorial musée sur cette place du souvenir et y graver les noms de toutes les victimes. Le regard lointain, les familles des victimes demandent au gouvernement du Sénégal la réouverture du dossier Joola.
Le renflouement du bateau, aussi la prise en charge totale des pupilles de la nation, mais aussi et surtout de tirer toutes les leçons qui s'imposent pour que pareille tragédie ne se reproduise plus jamais. À Ziguinchor, ville d'où le Diola était parti, la cérémonie du souvenir a eu lieu au cimetière de Kantène. Plus jamais ça, on dit en cœur les populations encore marquées par cette tragédie. C'était en présence de quelques membres du gouvernement, Louis-Philippe Sagna. Dépôt de gerbes, sonnerie aux morts, un devoir de mémoire. Le cimetière de Kantène, première étape de cette 10e commémoration, a accueilli du monde. Une prière commune islamo-chrétienne a une nouvelle fois permis de confier toutes les victimes au Père très haut. Les martyrs d'un voyage sans retour ont eu droit à un autre geste symbolique au port de Ziguinchor. Ici, les familles des victimes ont fait des témoignages et réitéré leur doléance face aux autorités. Je tiens une nouvelle fois à exprimer ma profonde compassion aux familles endeuillées. C'est vrai que 10 ans après cette tragédie, les revendications des familles des victimes sont encore nombreuses. À ce jour, toutes les familles qui l'ont souhaité ont été indemnisées à hauteur de 10 millions de francs CFA par victime. La disparition du Diola interpelle tous les citoyens. Plus jamais ça, c'est du moins le sentiment du représentant du chef de l'État. Chaque Sénégalais avait alors été frappé par la perte d'un parent, d'un ami et d'une proche connaissance. Nous avions tous été touchés. Le ministre des Forces armées a renouvelé l'engagement de l'État à prendre en compte les préoccupations des familles des victimes. Force est de reconnaître que la volonté politique de Monsieur le Président de la République de prendre totalement en charge les orphelins du Diola ne fera pas défaut. C'est M. Macky Sall lui-même, alors qu'il était Premier ministre, qui fut le premier à sortir l'idée de la création d'un office s'occupant de la prise en charge des futures pupilles de la nation. Solidaires face à cette terrible épreuve, tous ceux qui ont effectué le déplacement ont mis l'accent sur le changement des comportements, seul gage d'une vie paisible. Le collectif de coordination des familles des victimes du Diola s'est souvenu des disparus. Une cérémonie du souvenir a eu lieu au cimetière Saint-Lazare. Des familles de victimes françaises ont assisté à la manifestation d'Amsila. 10 ans ont passé, mais les familles se souviennent encore. Comme chaque année, depuis le naufrage du Diola, le collectif de coordination des familles des victimes a déposé une gerbe de fleurs à la mémoire des disparus. Au cimetière Saint-Lazare, des familles des victimes ont quitté la France pour venir s'associer à la commémoration. C'est très difficile. Pour moi, c'était hier. Et j'arrive pas à me dire que 10 ans sont passés et qu'on en est toujours là au même point. C'est la première fois que je viens au bout de 10 ans, mais j'étais venue juste après le naufrage, passé et reparti sans rien. Et j'avais promis à Dominique que je reviendrais le voir. Et les 10 ans d'anniversaire, c'était l'occasion pour venir lui faire mon adieu, parce que je sais que maintenant, de toute façon, il n'y a plus possibilité de récupérer quoi que ce soit. Donc, 1863 personnes ont péri dans le naufrage du Diola, un bilan qui a marqué les cœurs et les esprits de plusieurs familles. Le collectif des victimes appelle à plus de soutien vis-à-vis de ces dernières. Et quand on parle de renflouement, certains disent que ça va faire mal. Nous l'avons dit au premier ministre, ça fera mal, c'est vrai. Nous tous, moi j'aurais même peur d'être là-bas. Mais on a besoin de ce choc dans ce pays-là. Le Diola, 2000 personnes, on ne sait même pas c'est quoi, ça n'a servi à rien du tout. Parce que le drame, on n'a pas fait le deuil, on ne l'a pas vécu. C'est virtuel dans la tête des Sénégalais. C'est quoi? Ils ont perdu 2000 morts. Mais on n'a rien vu. Il faut qu'on voit quelque chose pour que le Diola serve à quelque chose. Les activités de commémoration vont se poursuivre jusqu'à dimanche. Le collectif de coordination des familles des victimes du Diola entend réactiver le dossier devant les hautes juridictions pour situer les responsabilités dans cette catastrophe. Le naufrage du Diola a fait, je vous le rappelle, 1863 morts selon les chiffres officiels. Il y a eu 64 rescapés et parmi ces survivants, l'artiste musicien Mamadou Dieye, plus connu sous le nom de Youde.
Une décennie après le drame, il revit tous les jours cette nuit où 9 membres de son orchestre ont disparu dans l'océan. Mansour Sow. Dans la nuit du 26 au 27 septembre 2002, le bateau le Joola chavire au large des côtes gambiennes. Le chanteur Mamadou Dieye alias Yurde était à bord. Il sera l'un des rares rescapés du naufrage. Du port de Dakar, l'homme savait qu'il venait d'assister à la pire catastrophe de sa vie. Nous sommes en 2002. Une décennie après, le souvenir de cette fameuse nuit le hante toujours. J'assurais les prestations musicales dans le bateau. Le jour-là, après avoir joué avec mon orchestre, je suis monté pour prendre l'air. Et subitement, j'ai vu le bateau s'incliner. Tout d'un coup, tout est devenu sombre. C'est ainsi que je me suis accroché à un buoy de sauvetage lorsque le bateau m'a projeté. Je suis resté de 23h jusqu'à 4h du matin, au moment où les secours étaient venus nous repêcher. À 23h, au moment où le bateau chavirait, ma fille qui était avec sa maman à Yoff s'est mise subitement à crier fort selon les témoignages de sa maman. Au lendemain, elle commença à jouer. C'est ainsi qu'ils ont eu espoir que j'avais survécu au naufrage. Témoin de ces moments de souffrance, sa famille, au premier rang sa grande sœur dont le soutien a ramené à la vie, celui qui a frôlé à plusieurs reprises la dépression. Depuis le décès de mon père, c'est elle qui gère la famille. Et c'est grâce à elle que j'ai retrouvé ma mémoire, car il m'arrivait même de parler seul. Elle m'a mené donc au restaurant pour discuter avec moi. En ce moment-là, j'étais à la SCAT Urbam. Je l'amenais au resto pour lui acheter de quoi manger. Des fois, il avait le regard fixe vers une direction en tapotant sur sa cuisse et en secouant la tête. Puis petit à petit, il retrouve ses esprits. Lorsque l'événement s'est produit, les gens ont même dit que les poissons lui avaient arraché les oreilles, que Yurde était devenu fou. Ils ont tout raconté sur lui et ce n'était pas la vérité. Le 22 septembre 2002, près de 2000 personnes sombraient ainsi dans les entrailles de l'Atlantique. Le Sénégal venait de subir la plus grande catastrophe maritime de l'histoire de la navigation. La douleur est toujours vive au marché Joola de Pikine. Beaucoup de commerçantes parties s'approvisionner à Ziguinchor ont disparu avec le naufrage du bateau. Un drame dont on se souvient encore dans la banlieue de Dakar. Aïssatou Dioptal. Tristesse, désespoir, désolation. Au marché Joola, les larmes coulent toujours. 10 ans après, le passé refait surface. C'était dur. Ce jour-là, on avait l'impression que les choses se sont passées ici, au marché Joola. Un jour que personne ne peut oublier. Vraiment. La perte du bateau le Joola, c'est une chose que je n'oublierai jamais. Parce que j'ai perdu une cousine, une nièce directe, la fille aînée de mon grand frère, que j'ai vu naître, que j'ai bercée et que j'ai perdu dans le bateau quand elle était en 2e année de droit à l'université chez Anta Diop. Elle venait pour faire sa section d'octobre ici et elle est restée. Je n'ai même pas vu son cadavre, ce qui a fait un mal dans notre famille. On a même perdu ce grand frère à cause de cette misère-là. Cette dame faisait à l'époque la navette Dakar-Ziguinchor. Aujourd'hui, elle a presque tout perdu. Son quotidien, c'est celui d'une personne habitée par une douleur profonde. Juste la douleur. Douleur seulement. Depuis que le bateau a chaviré. À chaque fois qu'on y parle, ça nous replonge dans le passé. Nos amis, nos enfants. Moi qui vous parle, j'ai perdu mon grand frère, mon fils et ma cousine. Je peux dire presque toute ma famille. C'est toujours la tristesse qui nous anime.
Au marché éponyme, le quotidien demeure toujours pâle. Une décennie après le naufrage du Joola, l'activité économique marche au ralenti. Pour ces femmes, le bateau Aline Sitoé Diatta est loin de répondre aux attentes. On a perdu aussi nos activités. Le travail ne marche pas tellement. Non seulement on a perdu la place qu'on avait au port autonome, on nous a amenés ici au marché central, on a perdu la clientèle et encore on a tous les problèmes du monde pour faire arriver nos marchandises ici. Au marché Joola, le souvenir du bateau reste toujours vivace dans les mémoires. 10 ans après le naufrage, ces femmes commerçantes, à l'image de tout le pays, prient pour que pareille tragédie ne se reproduise. Le drame du Joola a inspiré un documentaire réalisé par le journaliste Pape Mokhtar Sellane. Le film revient sur les nombreuses zones d'ombre qui entourent le naufrage du bateau. Salut Sec. Le Joola, encre du souvenir, c'est le nom du film documentaire du journaliste et réalisateur Pape Mokhtar Sellane. Un plaidoyer contre l'oubli d'une des pures tragédies qui ait frappé le Sénégal. Encre du souvenir, encre avec ANCRE, qui est cette tige métallique qui permet de fixer le bateau. On a choisi encre pour fixer la tragédie du bateau le Joola dans la mémoire des Sénégalais. Réalisé avec l'appui de son camarade de promo au CESTI, Pape Mokhtar Sellane concrétise ainsi son projet de combattre l'oubli du drame, le Joola. Le naufrage du bateau le Joola a coïncidé avec mon inscription en première année de journalisme au CESTI. Je sortais du CESTI, c'est à ce moment-là que j'ai appris l'annonce du naufrage du bateau le Joola. Et depuis cette date, j'ai commencé à collectionner des documents, des journaux qui abordaient ce naufrage-là. D'une durée de 52 minutes, le film documentaire est un rappel des faits. Dans son long métrage, le réalisateur traite aussi de nombreuses zones d'ombre qui entourent le naufrage du Joola. On a abordé tout ce qui concerne le naufrage du bateau le Joola. Le drame, l'organisation des secours, d'autres disent même c'est l'inorganisation des secours. Il y a le renflouement, le deuil qui n'est pas encore effectif à Ziguinchor et dans beaucoup de familles de victimes françaises, sénégalaises comme africaines. On a abordé la non-prise en charge psychologique des rescapés et des familles des victimes, les orphelins qui n'ont pas été déclarés pupilles de la nation, les conséquences économiques de cette tragédie, mais aussi les conséquences des indemnisations de 10 millions de francs. Après le film Le Joola, l'encre du souvenir, le réalisateur compte poursuivre son combat contre l'oubli. Il envisage d'en faire un livre. Pour rappel, le bateau Le Joola avait chaviré le 26 septembre 2002 au large des côtes gambiennes. Plus de 2000 personnes y ont péri. L'anniversaire du naufrage du Joola a remis au goût du jour la question de l'enclavement de la Casamance. Malgré l'arrivée d'un nouveau bateau et des dessertes aériennes vers le sud du Sénégal, l'accès reste encore difficile. Et pour régler la question, les nouvelles autorités ont pris l'engagement de construire un pont traversant la Gambie. C'est Dina Ounpal. Relier la Casamance n'est pas chose facile pour ces voyageurs. La traversée de la Gambie est difficilement vécue par certains, ce qui oblige les plus téméraires à prendre la route en empruntant la voie de contournement via Tambacounda. La nationale 6, cette route qui relie Ziguinchor, Kolda et Tambacounda, est en mauvais état. Construite en 1972, elle enregistre chaque année de nombreux accidents mortels. L'enclavement de la Casamance a contribué à nourrir chez certaines populations un sentiment d'isolement du reste du Sénégal. Des solutions ont été identifiées après le naufrage du Joola. Les liaisons aériennes et maritimes ont été multipliées. Le bateau Aline Sitoé Diatta relie Dakar à Ziguinchor 2 fois par semaine. Une bouffée d'air pour la Casamance, mais insuffisant pour permettre à la région de respirer à plein poumon, étranglée qu'elle est par son enclavement. Une bonne partie de la production agricole et halieutique pourrie dans les magasins de stockage à cause des difficultés liées à l'écoulement. Raison pour lesquelles le désenclavement de la Casamance a été retenu parmi les priorités dans la région lors du conseil interministériel qui s'est tenu à Ziguinchor. Il est prévu la réhabilitation du tronçon Keur Ayib-Sanoba, Farafenni-Bunkiling sur la Transgambienne. Un pont long de 942 mètres sera construit. Les travaux vont durer 5 ans.
Il traversera le fleuve Gambie et permettra de libérer les 800 000 habitants de la région sud des difficultés liées à l'enclavement. Après le naufrage du Joola, beaucoup d'engagements avaient été pris, celui notamment de changer de comportement. Les Sénégalais devaient tirer les leçons de cet accident et faire une introspection. Je prenais le bateau pour partir à Casamance, visite avec des amis, Toubab et tout. Donc, il fait que, on doit prendre conscience un peu parce que c'est un drame qui a causé beaucoup de morts. Donc, tout le Sénégal a pleuré de ça. Donc, on ne peut pas oublier ça. C'est pas possible. Sur le plan international, quelque chose aussi que tout le monde en fait face. Donc, c'est quelque chose qui reste toujours dans le cœur. Bon, ce que je constate, c'est que les Sénégalais, d'abord, ne comprennent pas. Ils n'ont pas pris de leçons, quoi. Parce que d'après moi, après le naufrage, on devait apprendre beaucoup de choses, quoi. Bon, pour ce qui concerne le transport en général au Sénégal, moi, personnellement, j'ai vécu en Europe et j'ai vu des choses qui me touchent au cœur, quoi. Par exemple, je commence pour les scooters, parce que la scooter, il y a des jeunes, des fois, tu vois des jeunes à 3 dans les scooters sur les autoroutes. Les policiers ne font rien, ils ne mettent pas de casque, il n'y a pas de mesures de sécurité. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est les Ndiagandiaï et les Tata. Des fois, tu vois les Ndiagandiaï qui sont pleins, tu vois 6 ou 7 gosses qui sont derrière. Avec un risque qu'on ne sait jamais. Ce que je constate, c'est que la situation va de mal en pis. Moi, je pensais qu'en fait, le bateau du Joola servirait de leçon à tous les Sénégalais. Mais ça n'a pas servi de leçon. Parce qu'aujourd'hui, on assiste en fait que les véhicules particuliers qu'on appelle les Tata font des surcharges énormes. Moi, j'ai constaté qu'en fait, sur la ligne que j'emprunte tous les jours, la ligne 32, je vois en fait que les chauffeurs et les receveurs n'ont pas de scrupules, aucun scrupule pour surcharger les populations. Et je trouve ça désastreux. Donc, dans un pays où en fait les moyens de transport existent et qu'en fait beaucoup d'efforts ont été faits dans ce sens, je trouve dommage en fait qu'on continue à véhiculer, à pratiquer, à continuer ce genre de pratique. Rien n'a changé, madame. Rien n'a changé. N'est-ce pas? Vous entrez dans les bus, dans les cars rapides, dans les Ndiagandiaï. Alors, il n'y a rien de changement. Aucun changement. Vraiment. Nous avons avec nous sur ce plateau le ministre Pape Diouf, ministre de la Pêche et des Affaires maritimes. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Monsieur le ministre, vous avez suivi avec nous ce dossier consacré donc à l'actualité de la célébration du naufrage du bateau le Joola. Comment vous avez vécu cette journée du souvenir en hommage aux victimes? Je vous remercie, et à travers vous, je remercie la télévision, la RTS, mais également profiter pour présenter mes condoléances famille des victimes, mais à l'ensemble des Sénégalais, puisque c'était un drame national. On a effectivement vu qu'à travers ce drame, il y avait des Sénégalais de toutes les régions, de toutes les régions. Donc c'est toute la nation sénégalaise qui est en deuil et qui célèbre aujourd'hui la commémoration du 10e anniversaire du Joola. Ce drame, effectivement, mondial, que nous regrettons tous. Et je ne peux m'empêcher donc d'avoir une pensée pieuse pour ces victimes et prier pour que Dieu les accepte dans son paradis. On va dire amin, monsieur le ministre, vous êtes là sur ce plateau. Donc pour nous parler de cette journée mondiale de la mer qui sera célébrée demain, sur le thème l'Organisation maritime internationale, 100 ans après le Titanic. Quelle est l'importance de cette rencontre, monsieur le ministre? Oui, je crois que le lien est établi parce que vous avez, à travers ces différents reportages, les gens reviennent effectivement sur ce drame-là, mais disent également qu'il n'y a pas d'amélioration, ils attendent toujours. Mais ce que je voulais dire tout simplement, c'est que la mer ne doit pas être vue comme une maudite. La mer n'est pas maudite parce que le Titanic dont on va parler, également le Joola, si on le présente, c'est comme si en fait la mer ne fait que tuer, alors que la mer effectivement nous sert. Surtout que le Sénégal a une vocation maritime. Il faudrait donc, en célébrant cette journée de la mer, que nous puissions en tout cas montrer l'importance de la mer, mais également comment l'utiliser.
les mesures de sécurité qu'il faut mettre en place pour que ce qui s'est passé il y a 100 ans avec le Titanic, ce qui s'est passé il y a 10 ans avec le Joola ne se reproduise plus. Voilà donc l'intérêt de la célébration de la journée mondiale donc avec l'OMI qui a pris comme thème cette année le Titanic 100 ans après. Aujourd'hui nous disons 10 ans après, en tout cas le Joola 10 ans après. D'accord. Vous allez célébrer cette journée pour la première fois au Sénégal demain. Et ce sera avec ce sous-thème, le Sénégal maritime, défis, innovation et perspectives. Quel secteur maritime vous voulez, monsieur le ministre, pour le Sénégal? Nous voulons un secteur maritime développé mais sécurisé. Puisque vous savez que le Sénégal, le transport maritime constitue en tout cas 95% des échanges au niveau du trafic de marchandises et autres. Donc 95% de nos marchandises passent par la mer et nous avons en tout cas la chance d'être entourés par la mer. Il faut effectivement exploiter cet atout naturel que Dieu nous a donné, mais en prenant les mesures qu'il faut pour sécuriser et les navires et les personnes, mais également les marchandises qui transitent à travers la mer. Donc nous voulons un secteur maritime développé, mais sécurisant, et pour les marchandises et pour les personnes. D'accord. Donc vous allez célébrer cette journée demain au Cercle Mestre des officiers et vous avez emprunté à Baudelaire, donc disons cette phrase homme libre, toujours tu chériras la mer. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du contenu de cette rencontre de demain? Alors le contenu, il y a essentiellement les différents thèmes qui vont être développés seront en tout cas tournés vers la sécurité, puisque comme le Titanic il y a 100 ans, après le Titanic, effectivement, il y a beaucoup de mesures de conventions qui ont été signées après, parce que pour sécuriser la mer, pour sécuriser les navires et autres qui passent par la mer. Également, la catastrophe du Joola a amené le gouvernement sénégalais à prendre un certain nombre de mesures qui font qu'aujourd'hui, je touche du bois, en tout cas avec Aline Sitoé Diatta, avec d'autres navires qui vont venir dans quelques années, nous allons effectivement sécuriser cette région de Dakar de Ziguinchor. J'ai entendu tout à l'heure une femme dire que bon, nos marchandises pourrissent, le commerce ne marche pas. Justement, effectivement, avec toutes les mesures que nous avons prises pour Aline Sitoé Diatta, du point de vue donc institutionnel, parce qu'il y a l'ANAM qui est créée, il y a ASMAR qui est créé. Donc, c'est deux institutions qui veillent sur la sécurité des navires, la sécurité de la navigation. Mais également, il y a effectivement des mesures qui sont prises autour d'Aline Sitoé Diatta, du point de vue sécuritaire, donc l'équipage, la formation, le contrôle, le suivi, qui fait qu'aujourd'hui, on a ce navire-là qui, en tout cas, va et vient, en tout cas, entre Dakar et Ziguinchor. Mais ce qui a surtout, effectivement, en tout cas, amené le naufrage du Joola, c'est parce qu'on a toujours parlé de surcharge. Parce que tout simplement, il y a une liaison 2 fois par semaine, ce qui est insuffisant compte tenu des potentialités qui existent dans la région sud. C'est pourquoi je viens de rentrer de Séoul, où on a lancé des travaux pour la construction de 2 bateaux. 2 bateaux qui vont faire donc la liaison Dakar-Ziguinchor-Foundiougne. Donc avec nous aurons 3 navires qui font la liaison. Je pense qu'il y aura moins de pression du point de vue. Les avoir quand est-ce que c'est? Dans 2 ans. Dans 2 ans, on a lancé les travaux donc la semaine dernière et les constructions vont durer pendant 2 ans. Et nous avons beaucoup insisté parce que j'étais parti avec une délégation d'experts. Nous avons discuté avec les constructeurs pour tirer des leçons de ce qui s'est passé, pour attirer l'attention que nous voulons effectivement des bateaux sécurisés, vraiment à leur livraison. Et ils nous ont donné toutes les garanties parce que le chantier naval coréen, effectivement, fait partie, en tout cas, des meilleurs aujourd'hui, qui font les meilleurs bateaux. Donc, sur ce plan-là, nous sommes assurés que dans 2 ans, au plus, il y aura encore 2 autres bateaux qui vont s'ajouter à Sitoé Diatta, avec capacité améliorée du point de vue trafic, parce qu'il y aura une capacité de transport de 13 bateaux, de 13 camions par
bateaux, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, du point de vue du transport des marchandises et des produits de la Casamance, il y aura en tout cas beaucoup plus de capacité, ce qui fait qu'il n'y aura pas de pression pour amener ce qui nous a conduit aussi, les surcharges et autres. D'accord, monsieur le ministre Pape Diouf. Je rappelle donc que vous êtes le ministre de la Pêche et des Affaires maritimes et que vous étiez là sur ce plateau pour nous parler de cette journée mondiale de la mer qui sera célébrée demain à Dakar et ce sera en rapport avec l'Agence nationale des affaires maritimes. Je vous remercie. Merci. L'autre actualité, c'est le redressement de l'économie nationale cette année. Une bonne perspective annoncée pour 2013 avec un taux de croissance de 4,3%. La bonne nouvelle est annoncée dans la note sur la situation économique et financière du Sénégal. Ce document de la Direction de la prévision et des études économiques a été parcouru par Penabo. L'économie sénégalaise, malgré un environnement international peu porteur, a pu tenir le coup avec des signaux forts, notamment une croissance estimée à 3,7% pour l'année en cours et 4,3% en 2013. Globalement, certes, à la fin du premier semestre, nous avions une croissance de l'ordre de 2,5%. Mais l'apaisement qu'on a présentement fait que sur le deuxième trimestre, nous escomptons un redressement de la situation et au terme de l'année 2012, nous devions enregistrer une croissance de 3,7%. Pour ce qui est de l'année 2013, le gouvernement va dérouler donc son plan. La loi de finances sera bientôt votée et toutes les conditions sont réunies donc pour poursuivre davantage cette croissance qui cette fois-ci est attendue à 4,3%. Malgré un environnement qui est encore pesant, en tout cas au plan international. C'est ainsi que le gouvernement entend mener à partir de l'année prochaine un rééquilibrage budgétaire qui va permettre d'orienter en action concrète l'engagement des autorités à préserver la stabilité du cadre macroéconomique. On n'a pas voulu passer notre temps à nous plaindre. Des solutions ont été trouvées, des mesures d'ajustement effectuées et nous espérons en tirer les résultats positifs, les fruits en termes d'un cadre macroéconomique beaucoup plus sain. Et ce cadrage macroéconomique assaini est attesté par les récentes conclusions de la mission qui vient de quitter le Sénégal, la mission du FMI qui vient de quitter le Sénégal. Ces fruits aussi positifs de l'action gouvernementale, nous allons les récolter par une croissance un peu plus importante en 2012 par rapport à 2011. Nous espérons que aussi les pouvoirs d'achat et la sortie de précarité de population vont être visibles sur le terrain dès 2012 et en particulier en 2013. Il a chantier de l'État d'ajouter que le nouveau modèle économique sénégalais sera basé sur la croissance développante avec comme élément essentiel l'agriculture qui permettra de lutter plus efficacement contre la pauvreté et la cherté de la vie. Cette information du ministère de l'Éducation nationale qui rappelle que la rentrée scolaire pour l'année 2012-2013 se déroulera comme suit. Rentrée du personnel le lundi 1er octobre 2012 à 8h. Rentrée des élèves le jeudi 4 octobre 2012 à 8h. Le démarrage de la deuxième session du BFM est fixé au 4 octobre 2012. En conséquence, le ministre en appelle à la compréhension et à la collaboration de tous les acteurs et partenaires de l'école afin que les élèves puissent retourner tranquillement dans les salles de classe. Le ministère de l'Éducation nationale rappelle par ailleurs que la Semaine nationale de la propreté des établissements se déroulera du 3 au 9 octobre 2012. Pendant cette période, toute la communauté éducative sera mobilisée pour rendre les établissements scolaires propres et propices aux enseignements et aux apprentissages. Le verdict de l'affaire Cheikh Yérim Seck, le journaliste jugé coupable par le tribunal, a été condamné à 3 ans de prison ferme. Le verdict est tombé ce mercredi au Kalsom Sall. La décision est tombée tel un coup près, 3 ans de prison ferme et une amende de 3 millions de francs CFA pour Cheikh Yérim Seck. Le directeur de publication de Dakaractu est reconnu coupable de viol sur Ndeye Aïssata Tall, une fille de 20 ans. Les avocats de Cheikh Yérim Seck sont déçus. Nous pensons que cette sentence-là est à la fois trop sévère et injustifiée du point de vue des faits et du droit.
nous pensons que Cheikh Yérim Seck a été condamné suivant des considérations autres que juridiques. C'est pour cela que nous pensons que la décision est dépourvue de base légale. Le juge a suivi le procureur dans sa réquisition. Du côté des plaignants, c'est le soulagement. Toute autre décision, à mon avis, nous l'aurions interprétée comme un second viol. Toute autre décision qui aurait été rendue, outre qu'une déclaration de culpabilité. Maintenant qu'une déclaration de culpabilité a été rendue, moi je pense que c'est ce qu'il y avait de plus important. Ce qu'il y avait de plus important, c'est qu'il ait été reconnu coupable. Parce qu'en fait, lorsqu'il clamait son innocence, il le faisait en se fondant sur rien du tout. Le tribunal a retenu au moins que les éléments constitutifs du délit de viol sont parfaitement réunis. Toutefois, de part et d'autre, on compte interjeter appel. Nous allons relever appel, naturellement, et nous pensons fortement qu'en barre d'appel, les choses seront redressées. C'est-à-dire que justice lui sera rendue, parce que tout le monde sait que dans cette affaire, le viol n'existe pas. Le juge a dû retenir, pour le condamner à 3 ans, le juge a dû retenir des circonstances atténuantes. À notre avis, il ne peut pas bénéficier de circonstances atténuantes. C'est la raison pour laquelle certainement nous ferons également appel. En attendant, Cheikh Yérim Seck retourne à la maison d'arrêt de correction de Rebeuss où il a élu domicile depuis le 8 septembre. L'affaire de mœurs continue de susciter des commentaires sur la place publique. À l'étranger, la Grèce n'en finit pas avec ses difficultés. Une grève générale vient d'être décidée par les syndicats. De violents heurts ont été notés entre manifestants et policiers, les forces de l'ordre qui n'ont pas pu contenir la foule malgré un impressionnant dispositif. Marée humaine, l'expression n'aura jamais été aussi bien employée. Des vagues successives de manifestants viennent grossir le flot de colère devant le Parlement. 5 ans que dure la récession dans le pays. Les Grecs sont à bout et ils tiennent à le faire savoir. Sur l'écriteau de ce manifestant, la Grèce n'est pas à vendre. Traître. L'insulte vise le gouvernement et ses mesures d'austérité. Si le gouvernement de coalition de M. Samaras accepte de signer des mesures barbares qui conduisent à sacrifier véritablement la Grèce, alors c'est au peuple de parler.